Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Open Startup. Si vous écoutez pour la première fois, ravi de vous accueillir. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis directeur associé chez Tracteur, un studio de développement pour les entrepreneurs qui est à l'initiative de ce projet Open Startup. Ce projet, en plus d'être un podcast, c'est avant tout un événement qui permet au grand public d'aller à la rencontre des startups durant une journée de portes ouvertes. Avec ce podcast, j'ai la chance de m'entretenir avec des entrepreneurs et également avec des spécialistes sur des sujets particuliers. C'est le cas de cet épisode où l'on va discuter relations presse avec Aurore Vinzerich, alias Madame de la Com. Un échange durant lequel Aurore nous partage son expérience, une véritable masterclass avec énormément de conseils à la clé pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans une campagne RP. Bonne écoute! Salut Aurore! Salut Guillaume. Eh bien, merci d'être là, même si on enregistre à distance, chacun confiné chez soi. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Écoute, je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Première question très simple, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, donc je m'appelle Aurore, j'ai monté une agence qui s'appelle Madame de la Com. C'est une agence de communication et de relations presse qui est destinée aux startups. Donc en fait, on accompagne les startups sur leur stratégie de communication et on les accompagne aussi pour leur donner de la visibilité auprès des médias. Donc ça, c'est vraiment l'activité principale de l'agence. Une agence qui s'appelle Madame de la Com. Ouais, alors en fait, pour être tout à fait honnête, ce nom, c'est le surnom qu'on me donnait les 10 dernières années dans la société dans laquelle j'avais travaillé, donc chez Actiplay, parce que mon nom de famille étant imprononçable, Vinzerich, je le place. En fait, personne n'arrivait à le prononcer correctement, et donc l'équipe technique de chez Actiplay m'avait rebaptisé la Madame de la Com. Donc quand il y avait un besoin, ils me disaient va voir la Madame de la Com. Et en fait, j'ai trouvé que ce surnom était très rigolo et ça permettait d'éviter de prononcer mon nom. Donc, c'était deux avantages plutôt pas mal. Et donc, j'ai gardé ce nom-là quand j'ai monté l'agence. Ok, trop bien. C'est vrai, en plus on s'en souvient, donc c'est top. Et puis même maintenant, tes clients, ils peuvent t'appeler Aurore, Madame de la Com. Bah oui, voilà. Tu vois, c'est beaucoup plus simple. Alors, tu le disais, donc toi, tu es une agence et ta spécificité, c'est d'être pour les startups. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette spécificité-là ? Alors en fait, donc pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé chez Actiplay, donc anciennement Concours Mania. Donc c'est une agence digitale qui crée des jeux marketing. Et donc quand je suis rentrée là-bas, il y a maintenant beaucoup plus de 10 ans, en fait, on était 7. C'était vraiment une petite start-up. Et puis j'ai connu, j'ai eu cette chance de vivre cette croissance incroyable de l'intérieur, où on a été plus de 100 collaborateurs, cotés en bourse, avec plusieurs implantations, dont une à l'international. Donc ça a été génial à vivre et j'ai appris plein de choses. Et puis j'ai aussi beaucoup appris aux côtés de Julien, donc le fondateur d'Actiplay, qui est c'est un vrai passionné de l'entrepreneuriat, qui a monté plein de projets. Notamment, il a collaboré au montage de Bordeaux Entrepreneur, de Emera. Et en fait, je l'avais un peu accompagné sur certains de ses projets et du coup, j'avais commencé à travailler avec des startups sur des projets en dépannage. Et puis en fait, j'ai aimé ce que j'ai découvert, le rythme. J'ai aimé la passion des gens avec qui je pouvais bosser. J'ai eu un petit coup de cœur pour ça. Alors peut-être que et Julien y est pour quelque chose et merci Julien pour ça. Peut-être que c'était un bon timing. Le fait est que j'ai eu plusieurs appels du pied de start-up à un moment. C'était pas le bon timing pour moi pour me lancer. Et puis il y a eu un moment où voilà, ça faisait 10 ans que j'étais chez Actiplay et je sentais que j'avais besoin d'ouvrir une nouvelle page pro. Et en fait, l'agence, ça a été évident. En fait, du jour au lendemain, je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Je voulais pas me relancer avec une seule société. J'avais envie d'accompagner plusieurs sociétés. Et puis j'ai commencé quand j'ai lancé l'agence, j'accompagnais 2 startups, donc il y avait Casoa et Displace. Et puis au bout de 2 mois, il y a eu la 3e et 4e et 5e client. Et puis c'était parti, c'était lancé et youpi quoi. Trop bien, trop bonne aventure et en plus j'ai l'impression en fait naturelle quoi, presque ça a été en douceur, c'était presque ouais c'est ça naturel, j'ai envie de dire que tu as été vers les startups à t'entendre en tout cas, mais et du coup là je pars un peu avec le podcast dans une nouvelle quête là, j'ai envie de savoir c'est quoi la définition pour toi d'une startup, parce qu'aujourd'hui c'est un mot qui est
qui est devenu un peu fourre-tout. Et donc, pour toi, c'est quoi une startup? Alors pour moi, une start-up, ça va être une société qui va proposer un bien ou un service plutôt innovant. Après, service, c'est pas une société de service non plus, parce que parfois j'ai des boîtes qui viennent me voir et qui sont je sais pas, une agence digitale par exemple, et qui me dit, alors moi je suis une petite start-up et voilà, j'aimerais bien être accompagnée, donc pas de souci en soi pour l'accompagnement. Mais c'est pas une start-up, c'est une agence de marketing. Donc c'est vraiment, il y a ce distinguo-là à faire. Et puis aussi après, j'ai aussi des boîtes qui viennent me voir et qui ont 10 ans d'expertise et qui me disent, alors nous on fonctionne comme une start-up. Et donc je dis, grand bien vous fasse, mais vous êtes plus une start-up. Ouais. Il y a quand même ce côté, on est dans le démarrage. Ouais, au bout de 3-4 ans, ça y est, on bascule sur autre chose. Et j'ai l'impression que dire qu'on est une PME, c'est une insulte, alors qu'en fait, c'est hyper génial. Ça veut dire que tu as réussi à transformer ta startup et que tu l'as pérennisée et que tu es rentable. Et voilà, donc Ouais, carrément. pour la définition que je peux en donner, c'est un peu ça. Ok. Ouais, mais en plus, pour moi, c'était important de te poser cette question parce que les mots ont une importance, surtout dans ton métier. Du coup, on va en venir là-dessus. Que sont en partie, parce que tu es une agence de communication et une de tes services, ce sont les relations presse. Et ben les mots ont une importance quand on va interagir avec des journalistes et donc se positionner en tant que start-up. Ok, mais il faut le vivre à 100%, comme tu le disais, au démarrage, sur la culture. Bref. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment le sujet. Je voulais qu'on parle ensemble des relations presse quand on a une startup. Et donc, une des premières questions naturellement qui m'est venue, c'est quand est-ce qu'on démarre une campagne ou une stratégie de relations presse quand on est une startup? Est-ce que ça doit se penser dès le début, dès qu'on crée la société, ou c'est un peu par après? J'aimerais avoir ton avis là-dessus. En fait, c'est vraiment une question de timing. Quand tu lances des relations presse, il faut déjà mettre en place une stratégie. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas souvent fait, bizarrement. J'ai l'impression que les relations presse, on se dit c'est des opportunités qu'on va aller saisir. Bon, peut-être que oui, on a à saisir, mais en fait, il faut quand même inscrire ça comme ça reste un canal de communication, de visibilité, qui doit s'inscrire pour moi dans une stratégie de communication plutôt globale. Parce que quand tu fais des relations presse un peu trop tôt, bah, ton discours, il est peut-être pas bien arrêté, ton positionnement est pas bien arrêté et les messages sont pas très fixes. Le danger qu'il y a à ça, c'est que tu laisses dans des écrits un témoignage à l'instant T de ce qu'était ta boîte. Alors c'est un peu le jeu que à chaque fois, hein, j'ai envie de dire. Mais si c'est trop tôt, tu n'as pas forcément bien rodé ton message et donc quand tu vas te présenter, ça peut être un peu confus. Tu peux annoncer des chiffres qui sont plutôt de l'ordre du fantasme à cette époque-là que du réel. Et sauf que 2 ans après, si tu veux faire une levée de fonds, et qu'on retombe sur d'anciens articles sur lesquels tu disais que tu avais 500 clients alors que ça faisait un mois que tu étais lancé et que là, tu en as 20, il y a un décalage. Et donc, et ça, je l'ai vu. C'est vraiment du vécu de voir des sociétés qui se tournent vers l'agence parce qu'ils me disent, en fait, on a lancé un premier communiqué de presse. Alors, soit il y a l'effet, il s'est rien passé derrière. Donc, c'est nul, les RP, ça marche pas. Mais quand même, on va essayer un petit peu avec toi. Et donc ça, bah oui, parce qu'en fait c'est un univers qui est très codé et donc quand ils me font lire les communiqués de presse qui ont été envoyés, souvent c'est très 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 promotionnel ce qui a été envoyé, donc c'est de la pub et donc ça passe à la régie pub et donc c'est la régie pub qui rappelle après les startups et donc ils trouvent ça nul, mais en fait c'est juste qu'ils ont envoyé de la pub et donc le journaliste s'est dit bah il m'envoie de la pub, je le traite comme de la pub, donc bah ça c'est pas bon. Déjà, premier apprentissage que tu nous livres, c'est ne faites pas de votre plaquette commerciale un communiqué de presse. Ouais, exactement. Et je pense que c'est un des trucs qui arrive le plus fréquemment. C'est alors ça aussi, je l'entends souvent dans notre newsletter, dans notre emailing, on a rajouté des journalistes comme ça. Ils sont au courant de ce qui se passe et ils prennent les infos quand ils veulent. Mais pas du tout. Il faut pas du tout les mettre. C'est pas des prospects, c'est pas des clients. Donc il faut les sortir de cet emailing. C'est pas, on les adresse pas comme on ne veut pas leur vendre un truc. En fait, il faut les informer. Et c'est à nous de faire le travail pour trouver l'angle qui va les intéresser avec le contenu qu'on va leur proposer. Mais c'est pas l'inverse.
C'est pas je balance ma plaquette commerciale et je te tords le bras parce qu'il faut absolument que tu en parles. En fait, ça marche pas comme ça. Et donc ça, c'est vraiment le premier écueil, c'est de pas dupliquer les formats et de se dire j'envoie ma plaquette commerciale, il en fera voilà, s'il y a un sujet, il attrapera le truc au vol tellement c'est génial ce que je fais. Ça n'empêche pas que c'est super génial ce que la personne fait, sauf que c'est codé en fait. C'est comme un prospect, si on lui envoie un communiqué de presse, ok, mais ça va peut-être pas le convertir du coup. Donc c'est pareil en fait, faut se dire que il faut adapter son support à sa cible. Et donc les journalistes, c'est pas des prospects et donc c'est pas des clients et donc on leur envoie pas une plaquette commerciale. Donc ça c'est vraiment le premier truc. Okay. Après il y a tout ce qui est stratégie. Vraiment, je reviens un peu dessus, j'en ai un tout petit peu parlé, mais ça c'est gros écueil aussi, c'est de lancer une première action sans trop savoir où on veut aller. On la lance, on voit ce que ça donne. Mais sauf que ça marche pas comme ça. On n'attend pas de voir où ça va et ce que ça va donner, parce que du coup, si c'est pas structuré, ça peut partir un peu soit n'importe où, et donc c'est pas forcément bien, soit nulle part, et donc c'est pas forcément bien non plus. Donc il faut quand même l'inscrire dans une stratégie un peu globale et se dire ce mois-ci, on aimerait communiquer plutôt avec tel angle, un angle peut-être économique parce que on a besoin on a un objectif plutôt économique derrière. Ensuite, ça va être un axe plutôt conso, ensuite un axe plutôt techno. Bref, il y a plein d'axes possibles auprès des médias, mais il faut les structurer. Ok. Donc, si je reviens à ma question du début sur quand est-ce qu'il faut commencer, toi, ce que tu nous livres, c'est que il faut en amont un petit peu penser à qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de dire, et pas le dire pour le dire, quoi. L'inscrire dans quelque chose. Toi, tu parles de timing, mais dans une temporalité qui fait du sens et en termes de contenu. J'imagine que tout n'est pas bon à dire, ou en tout cas il faut encore penser à cette histoire de timing et le dire aussi au bon moment. Donc quand est-ce qu'on sait que tel sujet va intéresser par exemple les médias? Je sais pas, tu parlais en préparant cet entretien, on a parlé de certains sujets comme une levée de fonds, mais ça peut être aussi autre chose, ça peut être je sais pas moi, le lancement d'un service ou d'un nouveau produit, ou même la refonte de son site web. Comment on fait le tri? Qu'est-ce qu'il y a de bien, de pas bien à livrer à la presse et aux médias? Alors déjà, en fait, effectivement, si tu commences trop tôt tes relations presse et que tu n'as pas vraiment de matière, du concret à apporter, ça, les journalistes ne vont pas aimer. Par exemple, tu lances ta plateforme je sais pas, c'est un nouveau site de rencontre et tu viens tout juste de le lancer, tu as passé peut-être 2 ans à faire aboutir ton projet, à développer ton site internet, tout est prêt, tes réseaux sociaux, tout est calé. Et là, tu te dis, allez, c'est bon, le projet, il est lancé, je veux faire des relations presse. Sauf que là, moi, quand on m'appelle, je vais dire, non, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait des gens sur ce site internet de rencontre. Donc, en fait, c'est trop tôt. Et alors là, je prends l'exemple d'un site de rencontre, mais c'est pareil avec plein de plateformes qui ont besoin d'utilisateurs pour fonctionner. Dans ces cas-là, c'est trop tôt. Et donc, s'il n'y a pas de concret, les journalistes, ça va pas les intéresser. Comme, par exemple, une société qui va lancer une nouvelle offre. Et qui annonce auprès des médias lancement d'une nouvelle offre à destination, je sais pas, des hôtels pour améliorer leur réservation. Ok, super, mais les journalistes vont nous dire, ok, vous pouvez nous donner un témoignage client pour qu'on puisse étayer un peu tout ça. Et là, si vous en avez pas, vous allez répondre gentiment, je reviens vers vous dès que j'en ai un qui veut bien prendre la parole. Mais voilà, vous l'avez un peu, t'es passé un peu à côté de l'accroche. Okay. Donc il y a ce timing-là, et pour savoir quand est-ce que c'est le bon message, en fait il y a une temporalité. Par exemple là, si tu es sur un projet sur des produits par exemple, que tu vends des chaussures, que tu vends des parfums, des choses comme ça, il y a bientôt Noël. Là c'est une bonne période pour communiquer auprès des médias pour je sais pas, les idées de cadeaux de Noël, la shopping list de Noël. Il y a un peu des marronniers, donc ça tu peux, ça revient à chaque fois, donc ça c'est facile à faire. Et après il y a aussi bien inscrire ton message dans le temps et dans le contexte. Par exemple là on est en confinement, rattacher un projet, une nouvelle au contexte, c'est quand même mieux. Je prends un exemple, on travaille avec Dipongo, donc c'est une appli ludo-éducative pour les enfants et les parents.
en parler maintenant, pourquoi pas, mais rappeler aussi que l'appli, elle est gratuite depuis le premier confinement et que c'est quand même pas mal pour passer des moments en famille et échanger et développer la créativité des enfants là en plein confinement. C'est un petit plus. En fait, c'est vraiment accroché à ça, ou tout ce qui est télétravail ou des choses. Donc c'est vraiment rapporter ça, enfin réancrer l'actu dans le contexte pour que le journaliste puisse se dire oui, ça fait sens là maintenant que j'en parle. Après, tu as dit un truc tout à l'heure, mais tu parlais de faire la promotion de son site internet, par exemple. Mauvais sujet. En fait, ça c'est typiquement, et j'ai très souvent la demande, des équipes qui ont mis 6 mois à faire une refonte de site internet, le truc est hyper joli, voilà. Et puis surtout, ça a impliqué les équipes pendant 6 mois d'arrache-pied. Et donc là, on me demande de faire un communiqué de presse pour annoncer cette belle nouvelle. Et là, c'est pas du tout des relations presse qu'il faut faire. C'est une newsletter, c'est une annonce, ça peut être un article de blog, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais jamais, et d'ailleurs je te mets au défi de me trouver un article qui peut faire ça, mais jamais tu liras dans un média super, telle boîte vient de faire une refonte absolument splendide de son site internet avec des couleurs chatoyantes. Personne dit Ouais, ça. ou alors ça rentre dans le cadre de ce qu'on peut appeler du publi rédactionnel ou ce genre Exactement, de donc c'est de choses, la non? pub, c'est de la pub. Ouais. Et donc oui, et encore que j'ai envie de dire, il faut pas gâcher ses sous pour aller dire que son site est merveilleux. En fait, c'est normal de faire évoluer ces outils pour qu'ils soient toujours agréables à utiliser, jolis, qu'ils fassent modernes. Enfin bref, c'est le job de tout le monde en fait. Donc ça, c'est normal. Et même si c'est un travail qui est énorme en interne et que ça a mobilisé plein d'équipes, c'est pas les relations presse en fait qui vont servir, en tout cas pour ce type d'actu-là. Ok. Donc, deuxième apprentissage aussi là en t'entendant, c'est aussi bien se rattacher à un contexte. Donc, ça peut être de rebondir sur l'actualité. Moi, j'avais entendu, c'est ça qu'on appelle le Oui, newsjacking. ouais, exactement. Ok, mais bon, il y a trop d'anglicisme, mais bon, rebondir sur l'actualité, les marronniers, et voilà, et toujours inscrire ça dans un contexte aussi plus global et pour que ça fasse du sens. Oui, une petite chose, c'est que aussi, il faut éviter de d'arroser les journalistes. Parfois, je vois, il y a des startups qui disent c'est génial, j'ai récupéré un listing de 400 journalistes, c'est le Graal. Et là, en fait, je leur dis peut-être, mais peut-être pas. Je sais pas dans tes 400 journalistes s'ils sont pertinents ou pas. Et en fait, faut voir ça comme quand on reçoit, nous, en tant qu'utilisateurs, quand on reçoit sur nos boîtes mail un mail qui est complètement à côté, alors je prends un exemple de moi, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, une personne sur LinkedIn qui me demande à être en relation avec moi, je clique et puis là, ça n'a pas loupé, je reçois un petit message juste derrière en me disant super, on peut accompagner la croissance exponentielle de Madame de la Com avec cet outil de recrutement massif. Donc j'ai répondu à la personne en disant écoutez, on est 3, donc modestement la croissance exponentielle, on va redescendre un petit peu et puis surtout j'ai pas de recrutement massif et cet outil me servira absolument à rien. Et en fait, il faut se dire que le journaliste, si on lui envoie une info, alors je vais faire un truc très grossier, mais un journaliste télé, on lui envoie une info sur je sais pas, justement le lancement de son nouveau site internet, mais qu'est-ce qu'il en a à faire? Et en fait, ça, des exemples comme ça, il y en a mais tous les jours. Donc les journalistes reçoivent 300, 400 mails de gens qui leur disent je viens de lancer mon nouveau site internet à un journaliste de TF1. Qu'est-ce qui s'en fiche en fait? Donc c'est vraiment adapté à la cible. Et ça, c'est hyper important, mais il faut faire beaucoup de veille. En fait, il faut lire les médias, il faut s'intéresser aux sujets qu'ils traitent et voir comment est-ce que, avec notre sujet, on peut l'intéresser. Mais il faut pas partir de la démarche inverse. Je le noie sous toutes mes infos et il fera le tri parce que mon truc est super. Le truc est peut-être super, mais il faut le raccrocher à son activité. Et en fait, c'est des relations de presse, mais c'est vraiment des relations humaines. Donc, il faut s'intéresser quand même à ce que fait la personne pour pouvoir lui apporter le contenu qui serait important pour lui. C'est beau que tu ramènes le mot relation en final parce que tu as commencé en parlant comme pour un prospect, si on lui envoyait un communiqué de presse, ce serait pas adéquat. Ben là, c'est pareil, donc il faut parler aux gens, mais avec les bons outils, les bons canaux. Et donc depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des journalistes qui sont voilà, un petit peu comme tu le disais juste avant, ça peut être le Graal quand on est startup et qu'on démarre et qu'on sait qu'on va avoir un passage média. Et donc, ce que tu disais aussi, c'est qu'ils sont noyés 300, 400 mails par jour. Alors, comment on fait? Ça a beau être des relations, comment on crée au départ cette relation? Alors,
clairement, c'est pas en allant piocher dans le fichier de 400 journalistes que je viens de trouver quelque part sur un groupe Facebook ou sur Internet, mais comment on crée la première relation. Et ça me semble être une question. Alors moi, je suis très naïf sur le sujet, mais je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais sur LinkedIn, j'achète un magazine. Est-ce que dans le magazine, il y a des emails? Comment ça se passe, en fait? En fait, tu as plein de manières différentes. Alors, soit tu as du budget, donc tu passes par une agence, et là, c'est son problème, c'est elle qui va gérer. Donc ça, c'est pas mal. Après, tu peux effectivement acheter des fichiers, mais dans ces cas-là, il faudra faire le tri parce c'est pas quali d'aller envoyer et d'arroser auprès de 300 ou 400 journalistes. Tu peux passer par des plateformes qui te diffusent ton communiqué de presse. Alors, tu peux avoir des résultats, sauf que tu peux pas faire du tout de relance et tu ne capitalises pas sur le contact que tu vas avoir. Et après, tu peux faire tes relations presse en mode fait maison. Donc, effectivement, moi, ce que je conseille toujours, c'est de lire, parce que en fait, c'est bien beau de vouloir être dans ces supports-là, mais si tu les lis pas et si tu sais pas comment c'est traité et tout, il n'y a pas d'intérêt. Donc, mais plus tu vas les lire et plus tu vas identifier le nom de la personne, en fait, du journaliste qui est pertinent pour toi. Parce que, par exemple, chez Sud-Ouest, je sais pas combien il y a de journalistes, mais tu vas pas envoyer un mail à tous les journalistes de Sud-Ouest pour traiter ton sujet. En fait, il faut vraiment voir quel est le plus pertinent. Sur la rubrique éco, ce sera telle personne ou telle personne. Sur la rubrique conso, ce sera telle personne ou telle personne. Mais en fait, il faut vraiment identifier la bonne personne. Ensuite, pour avoir le numéro de téléphone et le mail, effectivement, LinkedIn, ça marche plutôt pas mal. Tu peux envoyer un petit message pour demander à la personne de se connecter à toi et lui expliquer en 2-3 mots pourquoi ce serait pertinent. Alors, il y a ça. Après, tu peux effectivement acheter les médias ou aller sur les sites internet et tu retrouves des adresses mail. Tu peux appeler les rédacs et avoir le contact aussi de la personne. Jamais tu appelleras la rédac et tu auras le numéro de portable de la personne. En revanche, ça, je casse tout de suite cette idée. Ça, non. Mais tu auras le mail de la personne. Et après, le mail, c'est à toi de faire un objet de mail déjà qui sera suffisamment personnalisé et pertinent pour que la personne l'ouvre. Et après, une fois que tu as ce contact-là, tu avances avec la personne. En fait, là, c'est vraiment de l'échange et de voir comment est-ce que vous allez trouver un terrain de discussion entre les deux qui sera pertinent pour tout le monde. Mais là-dessus, à part personnaliser vraiment chaque échange et chaque prise de contact, moi, j'ai pas de solution miracle. Okay. Et heureusement d'ailleurs, je trouve que c'est génial. Pour chaque start-up, souvent il y a une vingtaine de journalistes sur chaque axes qui vont être pris, que ce soit éco, mode, ou selon le secteur de la start-up, qui vont être pertinents. Et donc ceux-là, ils se travaillent, il faut les lire, l'identifier, le contacter, faire une première prise de contact. Des fois, ça vient pas tout de suite, 2 fois, 3 fois, essayer de trouver le bon angle. Mais plus on va personnaliser et plus on aura de chance de capter cette personne-là. Par exemple, j'ai une journaliste qui me disait, moi, ça m'énerve quand on m'appelle sur mon portable alors que je suis en pleine émission, en pleine chronique. Mais évidemment que je vais pas faire attends 2 minutes, je réponds à ce SMS qui est fabuleux, on me propose un sujet. Elle dit mais non, rien que si la personne regardait mon émission, elle saurait que de telle heure à telle heure je suis pas dispo et donc elle m'appelle après. Ou ceux qui font la matinale par exemple, on sait qu'on peut les contacter tôt. Et donc ça sert à rien de le contacter à 18h ou 19h. Voilà, en fait c'est vraiment faire preuve de bon sens. Ok, mais je veux revenir juste sur. Merci déjà beaucoup parce que je trouve que c'est déjà très éclairant. Encore une fois, on revient, je trouve beaucoup à ces affaires de timing et donc c'est super pertinent. Et je veux juste pour finir d'être totalement concret sur la partie contact par email en tout cas parce que c'est quand même, j'imagine, grosso modo, une grande partie des premiers contacts se font par email. Donc, tu l'as dit, il faut avoir une approche très personnalisée déjà dans son objet de l'email. Et après, qu'est-ce qu'on met dans le corps de l'email? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles. Est-ce que on met toute la news ou l'info en texte brut dans l'email? Est-ce que on met un lien vers un Google Drive ou un WeTransfer? Est-ce qu'on met une pièce jointe? Pas de pièce jointe? Bref, c'est quoi les grandes tendances ou les bonnes pratiques à avoir sur ce sujet-là? Alors effectivement, il y a plusieurs écoles et du coup, moi je vais juste donner mon éclairage. Après, je ne dis pas que j'ai la sainte parole et je laisse à chacun le soin de faire ses expériences. Mais
moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit mail donc hyper personnalisé, enfin au maximum. Dedans, je mets, s'il y a un communiqué de presse, le contenu du communiqué de presse, donc que je copie-colle dans le corps de mon texte. Je mets un lien également vers le fichier PDF, mais en lien, pas en pièce jointe, parce que ça peut passer par en spam, sinon s'il y a trop de pièces jointes. Et puis, j'introduis toujours ce message avec une touche un peu plus personnalisée, pour essayer de trouver un angle qui pourrait intéresser le journaliste pour la suite de ce contenu, donc communiqué de presse, dans lequel il va trouver toutes les infos clés sur cette actu-là, mais qui reste quand même un peu générique. Ok. Après, après moi je mets aussi toujours un lien WeTransfer avec des photos dessus pour pouvoir, si le journaliste a bien accroché à l'actu, qu'il a pas trop de temps et qu'il fait une petite brève, qu'il puisse avoir toutes les infos dedans et puis un visuel déjà préparé. Sur chaque visuel, j'essaye de mettre le crédit photo, donc c'est-à-dire le nom du journaliste ou de l'agence ou en tout cas le propriétaire de la photo, parce que sinon les médias peuvent se faire plus que taper sur les doigts et avoir des grosses amendes si ils le précisent pas. Donc voilà, on essaie de respecter le travail de chacun et de faciliter aussi là-dessus. Après, le lien WeTransfer, au bout de 7 ou 10 jours, je sais plus, ou 15, il expire. Mais parfois, je me dis, je vais trouver un autre outil parce qu'il y en a plein. Et en fait, j'aime bien celui-là parce que quand le journaliste retourne sur le mail et que le lien est expiré, parfois, en fait, le journaliste ne revient pas vers nous parce qu'il prépare sa brève et puis il a toutes les infos, il y a pas de souci. Et il a juste besoin du visuel, mais du coup, au bout de 15 jours, ça a expiré. Et donc, il me renvoie un petit message en me disant, est-ce que je peux avoir le lien, les nouvelles photos? Et en fait, ça j'aime bien parce que ça recrée un lien qu'on n'aurait peut-être pas eu si il avait tout eu tout de suite. Donc ouais, j'aime bien le côté ça expire et puis on relance un peu la com au bout de 15 jours quoi. Ok, ouais, top. Ah bah merci. Même si, comme tu l'as dit, c'est que ta vision des choses et puis de toute façon ça se teste parce que j'imagine aussi que il y a des journalistes qui préfèrent avoir justement un document, d'autres non, donc ça dépend aussi. Et puis à force, quand on apprend à les connaître, peut-être que on apprend à leur envoyer le bon message avec les bonnes infos. Enfin, c'est ce que je retiens de nos Oui. échanges. Moi, j'avais entendu aussi parmi les bonnes pratiques que à l'instar d'avoir un encart mention légale sur son site, peut-être avoir un encart presse avec peut-être les infos, les logos, les chiffres, peut-être les derniers articles qui ont été cités. Est-ce que ça peut être une action aussi intéressante à mettre en place? Ouais, carrément. En fait, souvent, c'est un des premiers trucs que je conseille aux clients, c'est sur leur site internet de se créer une page press room ou presse ou espace presse, bref. Et dedans, on remet, si on peut, tous les communiqués de presse, donc format PDF ou dans le corps d'une page, le logo, quelques photos à télécharger, les dernières parutions, enfin bref. En fait, toutes les infos pratiques, la bio des fondateurs, fondatrices, donc toutes les infos pratiques qui vont pouvoir aider les journalistes à accéder à toutes les infos qui seraient utiles pour eux. Et ça, souvent, après, une fois de plus, c'est quand moi je bosse qu'avec des startups. Pour les startups, souvent c'est des sites que les fondateurs, fondatrices ont déjà bien en main parce que c'est eux qui les ont montés. Et donc rajouter une page, voilà, ça leur demande pas non plus un temps trop conséquent. Alors c'est sûr, c'est du temps, hein, mais qui rentabilise parce que ça permet, nous après quand on bosse avec eux, de faire un lien vers cette page-là sur lequel il y a tout, en fait, il y a toutes les infos et donc c'est quand même hyper pratique. Donc c'est quand même le petit plus. La page presse, c'est quand même c'est le petit plus. Top. Et donc, pour trouver les contacts en lien avec son activité, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de quelqu'un qui est dans le tourisme ou, par exemple, Dipongo, qui est plus dans l'éducation. Trouver des journalistes qui sont dans ce domaine d'activité. Donc, c'est un travail, alors soit que l'agence fait pour nous, et si on est en démarrage, comment on va les trouver, ces fameux contacts? Donc, toi, tu disais, il faut beaucoup lire. Donc, au final, si on est dans le tourisme, à mon avis, ça veut dire qu'on fait une veille déjà sur les sites dans le tourisme, et donc on va s'adresser à eux en particulier. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est aussi, j'ai envie de dire, c'est aussi du bon sens. Mais complètement. En fait, quand tu fais ta veille, tu reviens toujours sur certains médias, enfin, tu fais toujours ta veille sur une 10 ou 20 médias différents, mais tu reviens toujours sur les mêmes. Et donc Okay. là-dessus, tu vois quels sont les journalistes qui écrivent régulièrement sur tes sujets.
Après, moi, ce que je fais, c'est que je me mets des alertes Google aussi sur des mots-clés. Par exemple, je travaille pour Didu qui fait des chatbots, enfin des robots conversationnels. Et ben, je vais mettre des alertes sur robots conversationnels, chatbots, callbots, voicebots. T'as peut-être des outils là-dessus à nous partager? Google Alert, tout simple, Ok, gratuit. Ouais, après il y a Talkwalker aussi. Mais ok. Google Alert, tu te mets des alertes en fait sur des mots-clés. Ça te permet de faire ta veille déjà. Et en fait, et quand derrière tu veux faire des relations presse, bah tu vois dans quels médias apparaissent ces articles-là. Et puis tu te constitues un fichier Excel sur lequel tu vas mettre, je sais pas, l'ADN. Il y a tel journaliste, Sud-Ouest c'est tel journaliste. TF1, c'est plutôt tel journaliste. Et donc, tu te constitues ton fichier comme ça en mettant bien les angles qui sont comment c'est abordé en fait. Parce que est-ce que c'était un sujet plutôt, c'est un journaliste qui fait un sujet de fond chaque année sur l'utilisation des robots conversationnels, bilan, que s'est-il passé en 2020? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans je sais pas, les chatbots RH et donc en fait ce sera plutôt les chatbots RH qui vont l'intéresser, mais si tu sors un chatbot, je sais pas, hein, pour le service client, ça va pas du tout l'intéresser. Il faut faire hyper gaffe à ça. En fait, et on en revient un peu au fichier là de 400 personnes que tu peux pirater sur des assez facilement. Si tu as juste un fichier avec chatbot, chatbot, c'est juste plein de trucs Ouais. différents. Ou le pire, c'est économie. Il y a plein de journalistes dans le secteur économie. Mais dans économie, il y a juste mille Oui, sujet possible, ouais. enfin, manière de voir l'économie. Mais ouais, et donc forcément, ça va pas intéresser à chaque fois. Donc là-dessus, il faut être très pointilleux, mais les contacts, tu les trouves comme ça. Et en fait, quand tu fais ta veille, déjà ton benchmark, ta veille concurrentielle ou autre, ou juste sur ton secteur d'activité, tu te crées ton fichier qui peut aussi te servir pour Alors voilà, tu marques pas les mêmes infos, mais tu marques le nom du média, le nom du journaliste et l'angle qui est abordé. Et au fur et à mesure, ça s'étoffe, hein. Ok, top. Et donc tu parlais là de différents médias. T'as dit TF1, des médias plus économiques. Est-ce qu'il y a des différences sur la façon d'aborder différents médias? C'est-à-dire que une télé, ça s'aborde peut-être pas pareil qu'une radio ou qu'une presse écrite. Dans ce cas-là, dans peut-être les documents ou les ressources qu'on va envoyer à ces journalistes. Est-ce qu'il y a des différences ou en tout cas des points de vigilance à avoir ou des bonnes pratiques? Bah oui, forcément, parce qu'ils vont pas traiter l'actu de la même manière. Ils n'auront pas besoin de la même. Par exemple, je sais pas, si tu contactes une télé, et ben c'est quand même bien de lui euh, d'imaginer déjà ce qu'elle pourrait ce qu'elle pourrait venir filmer, pardon. Donc on prend l'exemple de Minuit sur Terre qui crée des chaussures à base de raisins, pommes, de déchets des déchets végétaux. Si j'envoie un mail à un journaliste de TF1 en lui disant est-ce que vous faites un sujet sur les chaussures à base de déchets végétaux, peut-être pas en fait, c'est quand même hyper pointu, donc voilà. En revanche, si je lui dis peut-être que ce sujet-là vous intéressera et que dedans je lui propose des images de la fabrication de ces matières premières, de comment on transforme le raisin en matière première, et ensuite comment est-ce qu'on transforme avec cette matière, ces rouleaux de matière-là, des chaussures. Déjà, il va commencer à se projeter et puis lui faire c'est vraiment lui faire un scénario. On peut aller de la fabrication du raisin en fait à la chaussure et comment est-ce que on peut l'accompagner sur tout ça pour que le téléspectateur ait une belle image visualise bien comment ça se passe. Si on revient sur Dipongo, si on contacte un journaliste là-dessus, on va leur dire, on peut vous mettre en relation avec des familles, par exemple, qui pourraient vous parler de l'utilisation de tout ça. On peut vous mettre en relation avec les équipes pédagogiques avec lesquelles les fondatrices travaillent pour monter les histoires. Enfin voilà, en fait, c'est à nous de proposer des sujets différents et des angles pour qu'il y ait un intérêt. Mais la télé, ils voudront des trucs visuels. Donc, si on n'a rien de visuel à leur proposer,
c'est que la télé c'est peut-être pas le bon, voilà, c'est peut-être pas le bon média. Bon canal. Ouais, Ok. c'est ça. Donc plutôt peut-être une radio ou alors du web ou du print. Il y a plein de choses différentes. Mais il faut toujours se dire, parce que la télé c'est un peu le truc qui revient à chaque fois. Je veux faire un TF1 ou je veux faire un M6 mais sauf que parfois les startups ouvrent pas vraiment les portes des coulisses non plus. Et donc nous, si on n'a pas de matière en tant qu'agence, en fait voilà, s'ils ouvrent pas les portes, ils ouvrent pas les portes en fait. Donc ils restent devant. Mais on peut pas les accompagner jusqu'au bout, quoi. Ok. Et c'est intéressant ce que tu dis, comme tout depuis le début. Et là, donc, admettons, j'ai quand même réussi pour ma startup à décrocher, je sais pas moi, un reportage sur TF1 ou Télématin ou M6, je ne sais quel autre média, ou ça peut être aussi un média radio. Comment je prépare mon passage? Qu'est-ce qu'il faut que je prépare? Parce que ça y est, j'ai fait tout le travail en amont de me faire repérer, mais comment ça se passe le pendant et l'après aussi, j'imagine. Ouais, en fait, c'est un bon point que tu soulèves parce que c'est vrai que ça se prépare. Ça reste un super gros coup de projecteur, donc c'est génial et les retombées à chaque fois sont quand même fabuleuses. Sauf que ça se prépare. Donc déjà, au niveau des serveurs, il faut assurer le truc parce que il va y avoir plus de connexions d'un coup, des gros pics et donc ça. Mais je crois que Guillaume, t'aurais un truc à partager avec nous aussi là-dessus. Ouais. Je te laisse poursuivre, mais vas-y. Mais oui, en fait, ça se prépare au niveau technique, ça se prépare au niveau des équipes, c'est-à-dire que il peut y avoir beaucoup plus de demandes juste derrière à traiter. Donc, il faut que les équipes soient en mesure de les traiter dans des temps qui sont décents pour pas que l'image soit écornée derrière. Après, oui, il y a tout l'après en fait. Il y a le coup de projecteur où pour moi c'est purement technique en fait. Faut que le site il tienne bien la route et faut que les serveurs puissent assurer les pics de trafic. Et après il y a l'après. Il y a les contacts entrants qui vont se faire et donc comment on les gère, structurer les équipes. Souvent il faut les renforcer à ce moment-là pour pouvoir gérer le nombre de demandes. Il y a des fois des gros pics de commandes. Donc, quels sont les messages qu'on va faire passer? Peut-être que sur cette période-là, on va allonger les temps de livraison parce que il y aura un traitement qui sera plus long. Donc, c'est vraiment penser à tout ça en amont pour justement les dégainer et pas se trouver juste surchargé de 500 commandes du jour au lendemain avec des grosses ruptures de stock et qu'on ne sait pas gérer, avec le site qui a craché au bout de une seconde et donc on n'a pas finalement profité du tout de toute la visibilité. Donc ouais, ça se prépare un passage télé et il faut pas le faire trop tôt si on n'est pas prêt. Oui, il faut se préparer quoi. De toute Un peu. façon, sur tout ce qui est aussi pitch, etc., sur la façon de présenter ses produits, ses équipes, j'imagine. Et est-ce que c'est vrai que les médias appellent les médias? Admettons, est-ce que c'est vrai que c'est voilà un emballement naturel qui fait boule de neige quand on arrive à en décrocher 2, 3, 4? Est-ce que c'est plus facile d'aller en chercher 4, 5 autres? Ouais, alors c'est un vrai sujet parce que en fait quand vous avez t'as les premières retombées, en fait il y a certains médias qui vont se dire bon le sujet a déjà été traité, c'est un média concurrent qui l'a traité, je vais laisser passer le sujet parce que ça sert à rien de faire doublon, j'ai rien de plus à apporter et l'article était déjà complet et il y a eu déjà tous les clics qui se sont faits chez le média concurrent, donc ils vont pas traiter le sujet. Donc pour ces médias-là, moi ce que je conseille c'est de les recontacter 1, 2 mois après, avec un autre angle un peu différent pour aborder le sujet. Après, effectivement, les articles appellent les articles, et donc quand il y a un engouement sur un sujet, et ça en appelle d'autres. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien se dire que c'est souvent des médias qui vont pas être concurrents. Donc, il va y avoir quelques médias. Je reprends l'exemple de Minute sur Terre, mais elle a plusieurs angles qui étaient possibles, à la fois marketing, mais aussi sur le côté conso, mode, et économique. Et en fait, on a travaillé les médias et les axes en fait sur assez différents avec elle.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu cet engouement autour de la marque qui a fait que ça a fait parler de la marque, qui a fait écho sur un autre média, qui a vu un autre angle, et donc du web peut appeler de la radio, qui peut appeler de la télé, et effectivement, l'engouement il est là. Après, là où il faut faire gaffe, c'est si vous faites une grosse levée de fonds, genre de 20 millions, oui, là il va y avoir beaucoup de médias qui vont s'intéresser au sujet parce que ça va être un peu exceptionnel. Donc là, il n'y a pas trop de sujets. Vous allez prendre les appels entrants des journalistes, c'est trop cool. Après, moi, j'ai souvent le cas sur des startups qui font des levées de fonds de 500 000 euros, par exemple, ce qui est hyper chouette, mais qui n'est pas un chiffre suffisamment conséquent pour défrayer les chroniques non plus. Donc là, il y a le premier média qui va faire 1, 2, 3 médias qui vont faire des articles. Et puis, pour les autres, il va falloir trouver un autre angle parce que c'est pas une actu qui est suffisamment marquante pour se dupliquer dans plein de médias différents. Donc, et puis souvent aussi, moi je vois les clients, par exemple, ils vont me dire, mais il faut qu'on ait tout dans le mois, enfin le plus de retombées possible dans le mois pour faire un énorme Le kiff, buzz. le gros buzz, le fameux buzz. Le fameux buzz. Mais il faut de la matière pour faire le buzz en fait. Et parfois, et puis, enfin, faut savoir prendre le temps en fait, parce que en vrai, pour l'ego, c'est hyper bon d'avoir plein de médias qui parlent de toi. Voilà, t'as 20 articles qui tombent dans la même semaine, c'est absolument génial. Mais en soi, faut penser de l'autre côté. Si le média voit un intérêt à traiter 20 fois le sujet, ok, il le fait, mais tu peux pas le forcer déjà. Et surtout, une fois que c'est traité, en fait, souvent ils vont plutôt espacer pour. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux parce que toi, tu vas avoir un article en septembre et puis 2 articles en octobre et puis 3 en novembre. Et en fait, tu vas les relayer au fur et à mesure et on va parler de toi pendant 3 mois plutôt que de parler de toi pendant une semaine sur 30 médias. Mais ça, en fait, souvent, quand on l'explique à nos clients, ils l'entendent et ils sont carrément d'accord et ils voient en fait que en vrai, c'est beaucoup mieux d'avoir 5 articles par mois plutôt que 30 d'un coup. Mais il y a ce côté un peu tentant de je veux créer un gros buzz et qu'il y ait tout qui tombe d'un coup. Mais là-dessus, en fait, faut être un peu raisonnable aussi et se dire, à part si on a une méga grosse actu et du coup, oui, ça se fait assez bien. Mais sinon, de toute façon, c'est toujours plus porteur d'avoir une info qui s'étire sur le temps plutôt que d'avoir tout d'un coup, quoi. Totalement. C'est un vieux marronnier pour le coup du marketing qui dit repetition is memorization. Donc au final, oui, vaut mieux. Moi, je comprends l'idée de la fréquence. Vaut mieux être fréquemment cité petit à petit. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on conclue peut-être là-dessus parce que le temps file déjà. Et puis pour toutes les personnes qui seront encore avec des interrogations, ils pourront directement te contacter. Vous l'avez vu. Aurore, elle est très disponible et elle explique tout ça super bien. Moi, ceux avec quoi je voulais terminer, c'est vraiment sur plus ton rôle, toi, en tant qu'agence. Les premières étapes par lesquelles tu passes avec tes clients, et le rôle que tu vas avoir un petit peu au quotidien. Parce que j'imagine que tu peux certes les accompagner sur une période courte qui va être liée à un moment fort pour eux, un lancement de produit, quelque chose. Mais après, j'ai le sentiment que toi, tu travailles aussi main dans la main avec tes clients plutôt sur du long terme. Voilà, tu t'as cité pas mal d'entrepreneurs qu'on connaît ici dans la région en Nouvelle-Aquitaine et on peut d'ailleurs les saluer tous. T'as parlé de Cyril Texier, de Didu avec Cyril Texier, de Emmanuel Gras et Marion Perret avec Dipongo et Marine Vierclin de Minuit sur Terre. Donc on les salue tous et allez voir vraiment ce qu'ils font, c'est top. Que des belles entreprises avec lesquelles tu travailles et il y en a d'autres, j'imagine. Donc voilà, petit salut fait et puis je reviens sur ma question. Donc le rôle que tu vas avoir en tant qu'agence, on va dire sur le quotidien. Alors déjà, en fait, on commence toujours la collaboration par un petit kick-off de lancement. Donc, on se prend 1 heure à 2 heures pour parler en fait. Moi, j'ai plein de questions à poser aux entrepreneurs, comprendre dans quel contexte ils ont monté leur boîte, ce qu'ils attendent, essayer de comprendre aussi pour monter avec eux leur stratégie. Alors souvent, on les accompagne sur 3 mois minimum.
pour monter une stratégie justement et pas être sur du one shot où on va pousser une actu et puis après c'est hyper frustrant pour tout le monde parce que les journalistes parfois ils font un dossier mais genre 2 mois après sur ce sujet-là, mais nous on les suit plus et du coup le sujet il passe un peu à la trappe. Donc ça c'est hyper frustrant. Donc on fait déjà ce kick-off de lancement pour bien poser à plat, qu'on pose juste 1000 questions et puis nous après qu'on travaille notre stratégie. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, on va rédiger le contenu, créer le bon listing média, on envoie, on fait plein de relances par téléphone, par SMS, par LinkedIn, par mail, bref, on utilise tous nos canaux possibles pour les contacter les journalistes. Et après, en fait, il y a tout le suivi, en fait, il se fait assez régulièrement. Et ça, c'est une question que j'ai toujours de mes clients, c'est du coup, est-ce qu'on se fait des points hebdomadaires, comment on avance? Et en fait, je leur dis, si vous voulez, on peut se faire des points hebdo, mais vous allez voir qu'on va être en contact régulièrement. Et en fait, chaque semaine, il se passe toujours un truc. Soit c'est une demande d'un journaliste, soit nous, si on voit que c'est un peu mollasson au niveau des angles, je vais le rappeler l'entrepreneur pour essayer de trouver un autre axe avec lui, ou je vais lui proposer quelque chose. Bref, en fait, toutes les semaines, on est en contact avec eux. Donc, le lien, il est là. Et après, on les accompagne aussi quand il y a une première télé, une première interview, même de manière générale. On est là. On est là parce que je sais que c'est un moment qui est stressant. C'est un moment où il faut caler bien les messages pour pas que ça parte trop dans tous les sens. C'est quand il y a les premières télés, c'est aussi les accompagner pour essayer de gommer au maximum les tics de langage, les tics dans la gestuelle. Enfin, donc c'est vraiment cet accompagnement complet. Et après, on les accompagne, jusqu'à la retombée presse où on fait les relations, la revue de presse, on compile tout ça, on leur fait le suivi là-dessus. C'est vraiment de A à Z. L'accompagnement, Okay. il est assez complet et on essaye de rajouter une bonne dose d'humain dans tout ça pour garder le lien parce qu'en fait, nous, on n'est pas dans les équipes. Donc, on n'a pas toutes les actus, on n'a pas toute l'effervescence. Donc, c'est important, nous, qu'on garde un pied un peu à chaque fois, un tout petit pied, un doigt de pied même dans chaque équipe qu'on accompagne pour avoir les actus. Que tu restes cette madame de la com pour les entrepreneurs. Top. Écoute, moi ça fait le tour de bon nombre de mes questions. Je pense que je pourrais évidemment t'en poser encore plein, mais le but étant de rester dans un délai aussi raisonnable pour ces épisodes de podcast. Merci énormément pour tous ces enseignements, Aurore. Franchement, je trouve que c'était très pratique et on ressort avec pas mal de conseils. Donc c'est top. Pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur toi, je mettrai le lien de ton site web en description de l'épisode. Et puis peut-être la façon la plus simple de te contacter, c'est quoi? C'est LinkedIn? LinkedIn et puis sinon par mail, aurore@madamedelacom.com. Mais bon, quoi qu'il arrive, je suis assez connectée et du coup, LinkedIn, c'est très bien aussi. Ça marche. Bon, top. Merci beaucoup, Aurore, et puis à très bientôt. Merci Guillaume, à bientôt. J'espère que cet échange vous aura plu. Avant de partir, je souhaite vous remercier pour votre écoute et vous inviter à quelques actions. Partagez sur vos réseaux l'épisode. Les discussions d'aujourd'hui pourront peut-être servir à quelqu'un demain. Envoyez-moi vos retours, ça m'encourage et m'aide à m'améliorer et je repartage les meilleurs sur Instagram. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivants. Et enfin, notez 5 étoiles sur votre appli préférée. En plus de flatter mon ego, cela aide vraiment au développement de ce podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.